Bonjour les 5e C, ici Marie, votre professeur de français. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire la correction de l'analyse du tableau Le radeau de la Méduse de Théodore de Géricault que vous deviez me rendre pour aujourd'hui. Alors voilà comment nous allons procéder. Je vais d'un côté de l'écran afficher et de l'autre afficher la correction, le texte de la correction que je vous mets en pièce jointe du mail. Vous allez voir que dans cette correction, j'ai intercalé la méthode que vous deviez suivre. Je vais donc lire la correction, mais en vous faisant des commentaires d'ordre méthodologique pour vous aider à comprendre comment est-ce qu'on doit procéder quand on veut faire l'analyse d'un tableau. Alors, étape 1, quand on veut analyser une image, n'importe quelle image ou n'importe quel document, on donne les sources. C'est-à-dire qu'on va donner le titre de l'œuvre, l'auteur et la date. Généralement, toutes ces informations, vous les avez en dessous du tableau, je vous les avais données. Le titre de l'œuvre, c'est Le radeau de la Méduse, l'auteur, c'est Théodore de Géricault, et la date, c'est 1819 à peu près. On vous demande également de donner la nature du document. Alors la nature du document, c'est-à-dire qu'on vous demande ce que c'est. Est-ce que c'est une photographie? Est-ce que c'est une peinture? Est-ce que c'est une gravure? Est-ce que c'est une aquarelle? Bref, quel est le support utilisé pour le document, puisque ça a toute son importance. La nature du document, je ne vous l'avais pas donnée, c'était à vous d'aller la chercher en faisant quelques recherches sur Internet. Donc, ce qui nous donne un premier paragraphe, qui se présente ainsi. L'œuvre présentée s'appelle Le radeau de la Méduse. Vous voyez bien, qu'est-ce que j'ai fait avec le titre de l'œuvre? Je l'ai souligné, mis en italique. C'est toujours ce qu'on doit faire avec les titres d'œuvre. Il s'agit d'un tableau, une huile sur toile, donc c'est-à-dire que c'était une peinture à l'huile, peint par Théodore de Géricault en 1819. La toile mesure 491 cm sur 716 cm. Elle est donc très grande. Vu que je ne vous avais pas donné les dimensions du tableau, vous n'étiez pas obligé de les indiquer. Mais vous allez voir que la grandeur du tableau, elle va être intéressante à étudier pour comprendre le message de l'œuvre. Une fois que vous avez donné les sources de l'œuvre, sa nature, vous résumez aussi l'événement auquel il fait référence, notamment quand on est face à une peinture historique, ce qui est le cas ici. Donc le contexte. Ce tableau représente le naufrage du radeau de la frégate de la Méduse. En juin 1816, la frégate Méduse s'embarque avec 3 autres navires en direction du Sénégal. Le bateau transporte près de 400 personnes. Son commandement est pourtant donné à un capitaine qui n'a pas navigué depuis 25 ans et n'a jamais commandé une frégate. Autant dire qu'il n'est pas très expérimenté. Ce capitaine navigue donc près des côtes. Puisqu'il n'est pas expérimenté, forcément, il va essayer de ne pas aller en haute mer. Sauf qu'en naviguant près des côtes, le navire finit par s'échouer sur un banc de sable. Au moment du naufrage, les membres les plus riches de l'équipage partent sur des canots de sauvetage et les 100 personnes conduisent un au canot, donc avec les débris du bateau qui a fait naufrage, ils essayent de construire une grande plateforme qu'on appelle un radeau et ils attachent ce radeau aux canots qui sont des vraies embarcations et les canots sont censés les tirer. Mais la corde qui relie les canots au radeau se rompt. Alors, soit c'est un accident, puisqu'après tout, il y a des tempêtes, et puis surtout, un radeau avec 149 personnes, c'est très lourd à tirer. Il est possible que la corde n'ait pas tenu, ou alors, la corde a rompu de manière intentionnelle, c'est-à-dire que les gens l'ont coupée, puisqu'ils se sont dit que de toute façon, ça servait à rien de tirer autant de personnes, et que pour eux se sauver, ils devaient les abandonner. Ça, on ne sait pas. Donc, après la rupture de la corde, le radeau dérive pendant 2 semaines. Et alors là, tempête, meurtre, cannibalisme, les gens perdent complètement la tête, il y a énormément de morts et rien ne sera épargné à l'équipage. De tous les hommes du radeau, seulement 15 ont survécu et 5 d'entre eux sont morts peu de temps après leur sauvetage par un autre navire, l'Argus. Donc là, dans ce paragraphe, vous voyez, je viens de résumer l'événement historique auquel le tableau fait référence. Maintenant, je vais donner aussi quelques éléments de contexte sur la sortie du tableau. Qu'en ont pensé les gens en 1819 quand le tableau est sorti. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le naufrage de la frégate de la Méduse, elle a fait scandale en Europe. Et c'était un scandale tel que lorsque le tableau a été exposé en Angleterre en 1819, on ne l'appelle pas le radeau de la Méduse, mais le naufrage d'un navire. Comme si c'était n'importe quel naufrage de navire.
histoire d'éviter de faire référence à cet épisode de la Méduse qui avait beaucoup marqué les gens. Et Théodore de Géricault, donc au moment du radeau de la Méduse, au moment du naufrage, c'est un jeune peintre, et il est extrêmement marqué par ce drame. Il se lance alors dans une véritable enquête. Par exemple, il va mettre à l'eau un radeau dans la mer pour étudier les mouvements des vagues, vraiment pour voir comment est-ce qu'il va pouvoir les dessiner. Et pour les corps, pour les cadavres, il va aller lui-même à la morgue, il va observer des corps en décomposition. Voilà, qu'est-ce que ça devient un corps mort après plusieurs jours? À quoi ça ressemble? Donc, bref, il fait tout pour rendre son travail le plus criant de vérité. Et alors, s'il essaye de rendre son tableau si vivant, c'est parce que Théodore de Géricault fait partie d'un mouvement qu'on appelle le romantisme. Alors, le romantisme, c'est un courant artistique. Donc, quand je dis artistique, ce n'est pas simplement de la peinture, c'est également la littérature, la musique. Donc, le romantisme, c'est un courant artistique qui souhaite que l'art exprime toutes les passions, toutes les violences, tous les sentiments. Et en peinture, ça va se traduire par des corps en mouvement, des couleurs fortes et sombres, des contrastes importants, des coups de pinceau très lâches et très vifs. On passe à l'étape 2. Donc là, j'ai donné toutes les informations autour du tableau. Qu'est-ce que c'est que cette œuvre? Comment est-ce qu'elle est sortie? Dans quel contexte? Maintenant, je passe à la description. Pour faire une bonne description de tableau, déjà, vous commencez par faire quelque chose de très général. Vous dites ce qui s'y passe en une phrase. Donc là, ça peut donner « Sur ce tableau, on voit les derniers survivants du radeau attendant d'être secourus par l'Argus. » C'est tout, il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. Ensuite, c'est là que ça devient plus intéressant. Quand vous observez un tableau, souvent vous ne savez pas par quoi commencer. Donc, on va voir qu'il y a deux choses à observer. Il y a regarder la composition, c'est-à-dire l'organisation de l'image, comment est-ce qu'elle va s'organiser, souvent en différentes parties. Les objets, les personnages, est-ce que parfois ça ne forme pas des formes géométriques ou est-ce que ça ne suit pas des lignes particulières? Bon, ça on va le voir plus tard. Et surtout, ça vous commencez à avoir l'habitude, vous découpez l'image en plusieurs parties, donc, gauche, milieu, droite, et surtout premier plan, deuxième plan, troisième plan. Donc le premier plan, c'est celui qui est le plus proche de vous. Quand vous décrivez une œuvre, vous essayez au maximum de partir du général pour aller aux détails plus particuliers. Voilà ce que ça peut donner comme exemple. Au premier plan, on peut voir les rares rescapés sur ce qui reste du radeau. On remarque que le groupe s'organise en deux pyramides. Alors en effet, deux pyramides, regardez, sur ce schéma, on les voit bien. Donc, première pyramide ici, formée par le mât, éventuellement la corde, le plancher, là également. Et seconde pyramide, qui vient croiser la première, avec, encore une fois, le sol du radeau, la main aussi qui monte vers le ciel, et la pyramide qui va culminer avec le bout de tissu qui est en train d'agiter le personnage en haut de cette pyramide. Donc, au premier plan, on peut voir les rares rescapés sur ce qui reste du radeau. On remarque que le groupe s'organise en deux pyramides. Dans la pyramide de gauche, formée par le mât, les cordes et le sol du bateau, montre dans sa partie gauche des personnages épuisés, morts ou agonisants. Vous pouvez les voir là. En effet, les yeux sont fermés, donc là, clairement, ceux-là, ils sont morts, ou sur le point de l'être, ou alors tournés vers ce côté-là du tableau, donc c'est-à-dire vers la mer, vers l'eau. Plus on descend vers le bas du tableau, plus les cadavres sont nombreux. En effet, là, vous voyez, vous avez encore des gens debout, mais plus vous allez vers le bas du tableau, plus vous voyez de cadavres à moitié immergés dans l'eau, qui dépassent d'ailleurs du tableau. Il y en a certains dont on ne voit pas toutes les parties du corps. Les survivants ont l'air désespérés et l'énorme vague qu'on voit au second plan semble être sur le point de les engloutir. Et oui, regardez, ceci n'est pas un nuage, c'est bien une vague qui s'apprête à déferler sur le radeau. Voilà pour notre pyramide de gauche. Mais dans la pyramide de droite, on voit que les regards et les bras changent de direction. En effet, là, vous voyez, vous avez un personnage qui regarde vers là, mais tenez, là, en bas de notre pyramide, on a un regard qui monte vers le haut, là aussi, et regardez les positions des bras.
ça monte d'un seul coup et tous dans la même direction. Au sommet de cette pyramide, un homme agite un lambeau de tissu. Et alors pourquoi agite-t-il un lambeau de tissu? C'est parce qu'au dernier plan, là tout au fond, on a un point minuscule. Là où la mer semble moins agitée, donc là vous voyez vous avez une grosse vague et là ça a l'air un petit peu plus calme. Et surtout derrière cette vague et ces nuages, vous voyez que ça devient quand même un petit peu plus clair au niveau des couleurs. Donc peut-être qu'il y a une tempête un peu moindre là-bas. Donc au dernier plan, où la mer semble moins agitée et le ciel plus clair, un point minuscule incarne l'espoir. Il s'agit de l'Argus, un navire venu les récupérer. En suivant la diagonale gauche-droite du tableau, et donc les deux pyramides, on passe du désespoir d'une mort assurée à l'espoir d'un sauvetage. Et oui, regardez, si je prends la diagonale de mon tableau, en partant là, en bas à gauche pour aller en haut à droite, ici, des cadavres, des gens désespérés. Et si on suit, en fait, les regards et les bras des personnages, on va vers l'espoir. Reste encore à savoir qui va l'emporter. Parce que regardez, le mât, il est quand même plus grand que l'homme. Hein. Et puis en plus, on voit qu'il ne s'agite pas dans la même direction. On a le mât qui clairement penche plutôt du côté de la vague, qui va déferler sur le radeau. Et on a cet homme-là, cette personne qui agite un morceau de tissu, mais vous voyez bien qu'elle est debout, mais elle est debout avec une jambe sur un tonneau, sur un radeau qui doit bien tanguer. Donc, c'est pas encore gagné parce que le point, je vous le rappelle, l'Argus, là, il est quand même minuscule. Donc, est-ce que finalement, cet équipage va réussir à s'en sortir avant que le bateau n'arrive? Donc là, j'ai fait une description assez claire et assez simple de mon tableau. On pourrait aller davantage dans le détail, mais à votre âge, c'est pas ce que je vous demande. Ensuite, je vous ai demandé d'analyser ce que vous voyez. Alors, analyser ce qu'on voit, ça veut dire être capable en fait d'expliquer son ressenti face à l'image. Et donc d'expliquer, voilà, je ressens ça, mais pourquoi est-ce que je le ressens? Et si je ressens un certain sentiment, est-ce que c'est pas parce que l'auteur fait exprès? Est-ce que l'auteur a pas fait en sorte que je ressente ce sentiment-là? Alors pour ça, pour répondre à la question pourquoi est-ce que je ressens un tel sentiment, il faut répondre bien sûr en justifiant. Et pour ça, vous allez pouvoir utiliser les couleurs, la composition et certaines choses qu'on a déjà dit un petit peu plus tôt. Alors, analyse de l'image, très simple là également. Ce tableau fait ressentir des émotions très fortes au spectateur. La taille du tableau rend la scène d'autant plus impressionnante. Vous, forcément, vous avez la scène, le tableau sous les yeux, mais sous l'ordinateur. Ça vous impressionne un peu moins. Mais ce tableau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est exposé au Louvre, et quand vous êtes devant, je vous rappelle les dimensions, il fait quasiment 7 mètres de longueur et 4 mètres, plus de 4 mètres de haut. C'est vraiment donc impressionnant. Le tableau est plus grand que vous, ce qui fait que vous avez vraiment l'impression de rentrer dans le tableau et de participer à la scène. Donc des émotions très fortes. On ressent par exemple de la pitié et de l'horreur face au corps décomposé, en bas plutôt du tableau, puisqu'ils sont à moitié immergés dans l'eau. Regardez d'ailleurs, ce personnage-là, il est passé au travers du radeau. Lui, il dépasse du tableau. Les postures et les regards sont très expressifs. Regardez ce personnage qui se lamente, il tient un corps dans ses bras, peut-être que c'est l'un de ses proches. Il a le regard perdu dans le vide. Si vous regardez le personnage derrière, là, il est très sombre, mais il est recroquevillé sous le mât. Il se tient la tête dans les mains. Donc il a complètement perdu espoir. Et finalement, les seules couleurs qui ressortent sur ce fond assez sombre, entre le ciel et la mer, c'est la blancheur de ces cadavres. Et regardez en plus, donc, je vous le rappelle, ça fait déjà 2 semaines qu'ils sont perdus en mer, quasiment sans eau ni vivre. Donc regardez comment ce corps il est amaigri, comment est-ce qu'on commence à voir les côtes du cadavre. Donc on ressent clairement de la pitié et de l'horreur face à ces cadavres. La blancheur des cadavres tranche dans un effet de clair-obscur avec des couleurs sombres du radeau, de la mer et du ciel. Le clair-obscur, c'est une technique utilisée en peinture où on va utiliser des couleurs très sombres et des couleurs très claires et ça va créer un contraste. Et ce contraste, il va vous aider à souligner souvent des éléments importants du tableau. Donc on ressent de la pitié, de l'horreur, mais on se prend également à éprouver l'espoir des hommes qui observent l'Argus et qui brandissent de toute leur force leurs bras vers le navire et qui tentent de s'échapper de l'étreinte des mourants. Regardez en effet. Là vous avez ce personnage qui lève le bras vers le haut
et il y en a un autre qui s'accroche à lui. Idem, lui, il a visiblement un de ses compagnons qui s'est effondré sur lui, et il essaye quand même de se relever. Donc quand on est face à ce tableau, on a aussi envie de croire avec les personnages qui vont réussir à s'en sortir. Ils sont pleins d'énergie, ils sont, contrairement aux cadavres, qui sont complètement alanguis, forcément ils n'ont plus de force, ils sont morts, eux sont encore vivants, et ils jettent leurs dernières énergies dans cette volonté de faire savoir à l'Argus qu'ils sont là et qu'ils sont encore vivants. On peut faire une rapide conclusion à la fin d'une analyse de tableau. On peut dire par exemple que par sa composition vive et son jeu sur le clair-obscur, Géricault s'inscrit bien dans le mouvement romantique qui entend émouvoir les spectateurs, leur faire éprouver les sentiments des personnages qu'il peint. Et également, une chose qu'on fait normalement à la fin d'une analyse, alors je ne vous le demande pas à votre âge, ça s'appelle une ouverture. Alors, ce tableau, à chaque fois que vous réfléchissez sur une œuvre, c'est bien de dire que ça peut vous faire penser à d'autres choses, donc à d'autres œuvres, par exemple, que vous pouvez connaître. Par exemple, on aurait pu ouvrir en disant, puisqu'on parle de romantisme, alors on a dit que le romantisme était un mouvement artistique, mais donc qui concerne la peinture, mais qui concerne également la littérature. Et le poème qu'on avait étudié juste avant, souvenez-vous, Océano Nox de Victor Hugo, il se trouve que Victor Hugo fait partie des poètes romantiques. Et oui, puisque lui aussi, vous avez pu le voir dans le poème qu'on a étudié ensemble, il cherche à faire éprouver des sentiments très forts. Souvenez-vous de tout le champ lexical des sentiments qu'on avait trouvé dans le poème. Donc, romantisme de ce tableau, mais aussi romantisme de toute la littérature à cette époque. Mais moi, j'ai décidé de faire une ouverture sur quelque chose de plus actuel et de beaucoup moins beau, parce que même si cette scène de naufrage, aujourd'hui, elle nous paraît lointaine, en effet, aujourd'hui, les conditions de navigation ne sont plus les mêmes, on n'est plus sur des navires en bois, ça arrive moins souvent, mais ces drames maritimes, ils continuent d'exister aujourd'hui. En effet, on a toujours des bateaux de fortune qui échouent, pas si loin de chez nous, mais sur les côtes européennes, et ces bateaux, il s'agit des bateaux de migrants, qui eux aussi tentent de fuir des situations complètement désespérées, au péril de leur vie, tout ça dans l'espoir d'avoir une vie meilleure en Europe. Donc ces naufrages, ces gens qui attendent qu'on les secoure, eh bien c'est pas simplement à l'époque, c'est encore aujourd'hui. Voilà une ouverture qu'on pouvait faire sur ce tableau. Donc on récapitule peut-être, avant de terminer cette vidéo, la méthode quand on veut analyser une image. On donne d'abord la source, la nature du document, et si ça fait référence à un événement historique, on donne l'événement. On fait ensuite une description organisée. D'abord, je dis ce qui se passe de manière globale sur le tableau. Ensuite, j'explique comment le tableau s'organise. Et enfin, j'analyse ce que je vois, j'analyse ce que je ressens et j'explique au maximum pourquoi je le ressens. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura aidé à mieux comprendre comment analyser un tableau et je vous dis à très bientôt pour notre prochaine séance.